Bonjour, mon nom est Marie-Laurence Morin et mon option profession est avocate et médiatrice. Alors, le tout a commencé quand mon père, quand j'étais petite, n'arrêtait pas de dire que j'allais devenir avocate parce que je voulais toujours avoir raison. J'argumentais, je tenais mon bout. J'ai fini par m'inscrire en droit à l'université. J'avais le choix, en fait, entre criminologie, droit, psycho. J'aimais les deux, les trois, en fait, parce que la criminologie regroupe le droit et la psycho aussi. J'ai choisi le droit et, en fait, j'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. J'ai terminé en 2000 et j'ai fait mon barreau en 2001. Donc, je suis avocate depuis 2002. Ensuite, c'est sûr que j'étais intriguée par la médiation parce que, comme avocate, je suis plutôt du style à vouloir régler, à croire qu'il y a toujours une solution, à essayer de trouver quelque chose avant d'en venir à la bataille devant le juge. Donc, c'est sûr que la médiation, ça m'intéressait, surtout que quand j'ai commencé mon stage, je faisais du droit familial. J'ai fait énormément de droit en santé mentale aussi, donc c'est vraiment du droit très humain. Je me disais un jour, je vais faire ça. Je savais que ça prenait 5 ans de pratique pour le faire. Et puis finalement, après 10 ans de pratique en droit de la santé, j'ai décidé de me réorienter. J'ai quitté la pratique au sein de laquelle je travaillais et j'ai parti mon bureau privé. Et j'ai décidé de faire le cours en médiation, donc familial, parce que, le civil m'intéressait un peu moins, c'est vraiment au niveau familial que ça m'intéressait. Donc voilà. Alors, effectivement, je suis avocate et en tant que médiatrice, je suis médiatrice avocate de profession. Donc, parce que lorsque je suis médiatrice, lorsque j'agis en tant que médiatrice, je ne suis théoriquement plus avocate, je suis médiatrice. Il y a une différence. L'avocat va donner des conseils juridiques, va représenter une personne ou des personnes, souvent face à l'adversaire, en négociation ou alors en représentation devant la cour, écrire des mises en demeure. Donc, on est dans le mode défense ou attaque dans un sens. Bon, c'est vrai que les avocats, de plus en plus, vont essayer de régler, de trouver une solution. Mais l'optique est un résultat. On veut arriver à un résultat donné. La médiation, en fait, on cherche une solution. Donc, une médiatrice ne représente ni un ni l'autre. On n'est pas dans la représentation. Le rôle d'une médiatrice, c'est de créer une structure, de diriger les parties, les parents, en fait, en médiation familiale, à travers leur démarche qui leur appartient à eux, une démarche pour trouver une solution à leurs problèmes donnés. Moi, je considère que mon rôle principal, c'est de rétablir la communication entre les parties. Souvent, en fait, quand les parents arrivent, la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à s'entendre, même s'ils veulent s'entendre, c'est qu'il y a un problème de communication. Et puis souvent, on remarque que ce problème-là est là depuis bien longtemps. De toute façon, ça rythmait leur vie de couple. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les amène à écouter d'une façon différente. Mon point d'honneur, c'est que écouter, c'est d'abord assimiler ce que l'autre veut nous dire, ensuite répondre. Donc, c'est dans le fond mon premier but, c'est d'établir une communication qui fonctionne. Ensuite, je leur donne l'information juridique, je leur donne des conseils, on regarde l'intérêt de l'enfant, j'offre une structure pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Le but, c'est de trouver une solution qui les représente, quelque chose qui ressemble à ce qu'ils avaient en tant que couple, famille, ensemble. Ils demeurent une famille, donc ça doit continuer. Et souvent, finalement, on se rend compte que les deux veulent la même chose. Habituellement, on veut que l'enfant ou les enfants ne souffrent pas trop à travers le processus et je veux que mes droits soient respectés. Mais justement, en médiation, le but, ce n'est pas de respecter la loi à la lettre. Si on peut jouer avec certaines choses et arriver à une solution qui est adaptée parfaitement
à la vie des deux parents. Donc, si c'est une garde 3 jours avec le père, 2 jours avec la mère, ensuite 1 semaine avec le père, 1 semaine avec la mère, si ça fonctionne pour cette famille-là, bien, ça va être ça. Le but, c'est d'arriver à une entente. En tant que médiatrice, à la fin, je résume l'entente sur un document qui s'appelle « Résumé des ententes » et par la suite, les parties décident ce qu'ils font avec ça. Mais dans le fond, quand ils sortent de mon bureau pour la dernière fois, ils se sont fixés sur quelque chose, des objectifs, ils sont capables de mieux communiquer, c'est plus structuré au niveau de, bon, OK, comment on fait maintenant qu'on est séparés, et ils ont une entente et c'est à eux de décider s'ils vont la faire homologuer ou non, si ça devient un jugement ou non. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en médiation, on ne sort pas de la médiation avec un jugement. On sort de la médiation avec une entente et ensuite, c'est à eux de décider s'ils veulent que ça devienne un jugement ou non. L'avantage d'être avocate, quand on est médiatrice, c'est qu'on peut continuer le processus. S'ils veulent que ça devienne un jugement, à ce moment-là, ils me demandent de faire la requête. Donc là, je ne porte plus le chapeau de médiatrice, je porte le chapeau d'avocate. Et donc, je rédige la requête avec l'entente. Je rédige l'entente de façon à ce que ce soit plus adapté à ce que la Cour demande. Et je la dépose devant le greffier. À peu près 2 semaines, 1 mois, tout dépendant des palais de justice, le jugement arrive. Et donc, ça, c'est un des avantages de faire affaire avec un médiateur qui est aussi avocat. C'est qu'on peut continuer le processus. Mais en réalité, dans les statistiques, il y a 87 % des gens qui sont passés par la médiation qui n'ont pas fait homologuer leur entente. Ça se comprend parce qu'en fait, quand on arrive à la fin et qu'on a une entente, ben, c'est réglé, ça va bien, le rythme suit. Et puis, bon, on espère ne pas avoir à retourner devant la médiatrice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la médiation n'est pas une thérapie de couple. C'est très important. Mon but n'est pas de ramener les personnes ensemble, ramener les parents ensemble. Ça peut arriver. Okay? J'en ai eu un. Un couple qui s'est réconcilié. Mais ce qui est très important, c'est que la décision de se séparer doit être prise. Il faut que ce soit quelque chose qui a fait son bout de chemin aussi. Oui, je peux faire une médiation quand les 2 personnes sont encore sous le choc, mais ça peut se travailler beaucoup moins bien, ça se travaille beaucoup moins bien parce que les émotions sont trop présentes. Donc, habituellement, c'est un couple qui est séparé et qui est prêt à passer à l'étape suivante. La raison pour laquelle, souvent, c'est relativement aux enfants, c'est que la médiation subventionnée par le gouvernement, c'est seulement dans les cas où les parents, finalement, où les parties ont des enfants qui sont encore à charge. Donc, mineurs ou majeurs encore dépendants financièrement des parents. Donc, c'est rare que j'ai tout simplement des clients qui ont des enfants majeurs ou qui n'ont pas d'enfants et qui viennent me voir pour la séparation des meubles. Habituellement, dans ce cas-là, c'est souvent en tant qu'avocate qu'ils viennent me voir. Le but, c'est d'arriver à une coparentalité harmonieuse. C'est aussi simple que ça. Les parents ne sont plus un couple, mais ils sont encore une famille. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est possible de le faire chacun de son côté, mais lorsque la coparentalité est exercée de façon harmonieuse, les choses sont beaucoup plus simples pour l'enfant, mais aussi pour les parents, et donc il y a moins de stresseurs. Ça coule mieux. Alors, la médiation, c'est un peu ça. C'est, je dirais, une éducation sur comment effectuer une coparentalité harmonieuse et ensuite trouver les solutions pour y arriver. C'est un métier un peu de prestige. Je suis contente de pouvoir l'exercer à ma façon aussi. Faut dire que pendant 10 ans, je travaillais avec un avocat qui était beaucoup plus un avocat senior, qui avait sa façon de faire. Et le droit, en fait, la pratique change. Ça c'est clair, le barreau le dit, la pratique change. Et ça m'a permis d'avoir son enseignement, mais aussi de voir, moi, comment je voulais l'exercer, comment je voulais exercer mon métier.
Et je l'ai adapté. Une fois que j'ai été prête, je me suis dit, OK, je m'en vais, je ne veux plus pratiquer le droit dans telle circonstance très restrictive. Je vais le faire à ma façon et le faire via la médiation était aussi dans mes projets. Donc, et je ne suis pas la seule. Je sais, il y a beaucoup d'avocats et d'avocates de ma génération qui changent un peu leur façon de pratiquer. Mais en fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de compétition, mais je suis allée voir les statistiques et finalement, en fait, à Montréal, oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'avocats, le ratio est plus élevé. En région, finalement, pas tant que ça. J'ai calculé, c'est un avocat pour environ 306 personnes, je crois. Donc, ça se passe quand même assez bien. En médiation, non, il y a beaucoup de médiateurs, mais au niveau, si on compare avec les avocats, beaucoup moins. On va vous rencontrer, parce que la première rencontre, en fait, est une rencontre d'information. Donc, je leur donne un rendez-vous, bien souvent le soir. Donc, la chance que j'ai, c'est qu'en étant moi-même un parent séparé, j'ai la garde partagée de ma fille, donc j'ai une semaine où je travaille le soir et une semaine où je suis avec ma fille. Donc, une semaine sur deux, et c'est ce qu'on conseille pour les médiations, à toutes les 2 semaines à peu près. Donc, une semaine sur 2, je reçois des clients. Et j'arrive à les voir assez rapidement. Donc, habituellement, justement, dans les 2 semaines qui viennent. Quand ils arrivent, je me présente, je présente les règles de la médiation, parce que, bon, il y a certaines règles, comme par exemple, il y a des mots qui sont interdits, on ne coupe pas la parole, j'ai priorité en tout temps. C'est-à-dire que, dans le fond, vu que mon rôle est de gérer et d'offrir une structure, bien, si je dis stop, on arrête. Okay? Donc, j'ai mes règles, je leur explique mes règles, j'explique quel est le but, je prends l'information, j'essaie de voir quelle est la problématique, où est-ce qu'il faut travailler. Et par la suite, on se donne un petit plan. Okay? Donc, bon, je vois que dans votre cas, il y a un conflit par rapport à la garde, au droit d'accès. La pension alimentaire, je comprends que vous vous entendez, donc on va se concentrer sur la garde des droits d'accès. On devrait pouvoir faire la garde dans la prochaine rencontre. On se garde une rencontre de plus pour les droits d'accès, donc ça devrait prendre environ, au total, 3 rencontres. Et donc, j'essaie de leur donner une idée. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais réellement où ça s'en va. Des fois, j'ai des dossiers, les 2 parents sont devant moi, on s'entend. Donc, je me dis, bon, ben parfait, ça va être une rencontre, on va mettre ça par écrit. Et finalement, non, les parties ne s'entendaient pas. En fait, pensaient s'entendre, mais pas sur la même chose. Et ça, c'est assez fréquent, en fait. Donc, c'est un de mes devoirs aussi, de m'assurer que les ententes qu'ils ont sont viables et réelles. La première chose que je dois faire, en fait, c'est un ménage. Je dois prendre toute l'information qui m'est donnée, la structurer et essayer d'enlever tout ce qui est affectif, émotif, la colère, la tristesse, les rancunes. C'est important, mais si on veut arriver à une entente, il faut essayer de diviser. Okay. J'entends bien votre tristesse, votre colère. Bon, on va la mettre de côté pour l'instant. Okay. Dans les faits, donc là je résume, je ramène tout le temps mes clients dans les faits. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est le mieux pour votre enfant? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous deux? Okay. Donc, on sort les points. Je ne vais pas négliger tout ce qui est affectif, émotif. On va en parler. Mais il ne faut pas que ça soit dans le chemin de ce qui est plus factuel. Donc, ça, faire ce travail-là tout seul, les 2 parents ensemble, c'est très difficile. Avec un médiateur, avec moi, mais je fais la majorité du travail pour eux. J'utilise souvent des tableaux, okay, pour vraiment mettre en ordre, noter. Dans le fond, vous avez l'impression que le conflit est énorme, mais c'est 3 points, très simples. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez comme type de garde? Et vos critères sont les mêmes en fonction de l'âge, en fonction de l'attachement,
en fonction des disponibilités des parents. Bon, ben, OK, il y a quel âge? Quels sont ses besoins? C'est quoi vos disponibilités? Si tout ça correspond, si vous avez une entente là-dessus, mais que ça ne passe pas, c'est qu'il y a quelque chose de plus personnel derrière ça. Donc, c'est là que dans les 60 heures plus 45 heures de formation qu'on nous demande de faire pour devenir médiateur, bien, je vais aller puiser dans tout ce qui est l'apprentissage psychologique. Une fois que mes parents, finalement, se sont entendus sur quelque chose, moi, j'ai du travail à faire hors séance. Donc, premièrement, souvent, je dois calculer la pension alimentaire en fonction des revenus. Je vais aussi les aider à remplir certains formulaires s'ils veulent le déposer à la cour. Et je dois rédiger le résumé des ententes. Le résumé des ententes est important parce que moi, je le considère comme un aide-mémoire. C'est-à-dire que si j'ai réussi à amener les parents à communiquer dans mon bureau et à vraiment travailler sur leur réel désir, ce qu'ils veulent pour l'enfant, s'entendre sur comment ils vont fonctionner pour y arriver, bien, je vais le mettre sur papier de façon à ce que la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui déborde, une chicane qui commence, des malentendus, bien, que les parents puissent retourner voir ce qui est écrit là et voir qu'est-ce qu'ils avaient décidé en moment de paix, entre guillemets, quelle allait être leur ligne directrice. J'essaie de sortir une ligne de ça, de façon à ce que les parents puissent continuer à exercer la coparentalité comme ils exerçaient la coparentalité lorsqu'ils étaient en couple. C'est vraiment mon but, c'est de les amener à continuer comme ça. Donc, à la fin, je leur remets le résumé des ententes et ensuite, comme je vous expliquais, ils décident s'ils veulent faire homologuer une entente ou non à la cour. Moi, j'ai un avantage. Je me suis séparée. J'ai vécu le divorce, j'ai vécu les colères, la tristesse, l'envahissement, tout ce qui vient teinter une séparation. Et je l'ai vécu juste avant et pendant ma formation en médiation. Ce qui fait que c'est naturel, on dirait que c'est naturel pour moi. J'ai aucun problème avec ces éléments-là. Il faut dire aussi que, comme j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années avec des clients qui étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale, souvent, je les rencontrais en crise, au palais de justice, au moment où le juge devait décider s'ils devaient être gardés à l'hôpital de force ou non à cause de leur état de santé mentale. Moi, je rencontrais mes clients dans cet état-là et j'ai développé des aptitudes, en fait, pour les amener à se recentrer et à vraiment communiquer avec moi, les amener à comprendre ce qui se passait, donc la vulgarisation, les aider à travers le chemin. Souvent, en fait, il y avait des malentendus et mes clients finissaient par dire « Ah ben, OK, si c'est pour 10 jours à l'hôpital, je suis d'accord. » Donc, je servais un peu aussi d'intermédiaire. Donc, c'est sûr que 10 ans de pratique avec une clientèle en état de crise psychologique, je pense que ça m'a habituée un peu à travailler avec un petit peu de pression, avec des éléments extérieurs qui peuvent surgir n'importe quand. Finalement, une émotion, ça arrive comme ça. Okay? C'est pas rare que quelqu'un va se mettre à pleurer dans mon bureau. C'est pas rare non plus que quelqu'un va se mettre à crier et perdre le contrôle un peu. Je suis là pour ramener les choses à leur place. Je suis là pour écouter aussi. Souvent, les deux ont besoin de raconter leur histoire. Pour moi, l'écoute, l'empathie, ça vient de façon assez naturelle. Et on me disait, quand j'ai fait ma formation en médiation, il y a un commentaire qui revenait souvent, c'est qu'il semblerait que j'ai la capacité de calmer. J'ai une voix qui est assez neutre, une attitude qui va amener
les personnes autour de moi à se poser un peu plus. Donc, c'est un atout et je l'utilise. Et ça fait en sorte, effectivement, que c'est plus facile de travailler avec une clientèle qui est un petit peu, souvent c'est un petit peu en détresse. Là. Des cas de réelle détresse, ça arrive, mais c'est plus rare. Habituellement, lorsque les parties viennent me voir, ils ont fait un petit bout de chemin et c'est très, très rare que les deux parents sont incapables de s'adresser la parole. Je dirais, dans ma pratique, c'est peut-être 20% de ma pratique. J'ai beaucoup, beaucoup de parents qui s'entendent très bien. C'est juste qu'il y a des petits accrochages, il y a des choses qui passent pas, ou alors ils savent tout simplement pas quoi faire après la rupture. OK, on n'est plus ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis là pour donner l'information plus qu'autre chose. De faire du contesté peut nous amener à mieux faire la médiation, et faire la médiation peut nous amener à mieux pratiquer en pratique privée au niveau des dossiers de contestation. Donc, moi, j'aime bien faire les deux. Ça fait changement. C'est sûr que j'ai besoin d'un bureau pour recevoir mes clients. Mais le travail, je le fais, oui, effectivement, à mon bureau, devant l'ordinateur, mais je peux le faire un peu partout parce que souvent, je dois me déplacer. À cause de ma pratique en santé mentale, je vais dans différents hôpitaux. Donc, je me déplace. Je n'ai pas besoin d'avoir tout mon équipement tout le temps, dans le fond. Le travail que je fais souvent est dans ma tête. Et bon, je peux prendre des notes. Donc, je travaille un peu partout. Il y a eu une époque où je n'avais pas de bureau physique comme tel. Il y a des avocats qui n'ont pas de bureau physique parce que je ne faisais que de la santé mentale, que pour des clients qui étaient en hôpitaux. Donc, j'étais mon propre bureau ambulant, finalement. Avec la médiation, c'était important d'avoir un lieu accueillant, un endroit plus chaleureux. Je considère que c'est important de pouvoir mettre les parents à l'aise. La plupart des bureaux d'avocats, c'est un gros bureau, l'avocat derrière, les parties devant. Il y a comme une espèce de système où finalement l'avocat est un petit peu au-dessus. Il y a le juge qui est là. Mais il y a quand même une certaine hiérarchie. Et ça, je voulais l'éliminer en médiation. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un environnement, 3 sofas en rond, un espace de discussion. C'était très important. Je vais surtout parler de la pratique privée. Au niveau des avantages, je suis responsable de mon horaire. C'est vrai que je peux aussi devenir esclave de l'horaire de mes clients. Mais habituellement, on est capable de s'entendre sur les heures où je vais les recevoir. Je me prépare des blocs d'heures de disponibilité et j'arrive à rentrer tout dans ces blocs-là. Donc, un des avantages, c'est que je peux me permettre d'avoir du temps à passer avec mes amis, mais surtout avec ma famille, ma fille, chez moi, du temps de qualité que je me permets d'avoir par rapport, par exemple, à une avocate qui travaillerait dans un grand bureau à Montréal et qui doit remplir des quotas. Ce choix-là, par contre, je le fais sachant que je vais avoir moins de revenus. Je pense que ce qui est important, c'est de vraiment aimer la pratique, vraiment avoir un sens de la justice, être motivé par la recherche, justement. Bon, quand on pratique en contestation, souvent, c'est avoir une certaine facilité, mais être passionné à l'idée de faire ressortir la vérité, la réalité et d'obtenir justice. Ça, c'est... et ça se voit. Ça se voit, les gens qui l'ont, ceux qui l'ont moins. Je pense que quand on est vraiment intéressé par le droit, c'est facile d'accès. C'est possible. Chaque séparation est vécue comme quelque chose qui n'est pas normal ou attendu. Par contre, les statistiques
montre que, ben, dans le fond, il y a autant de séparations que de couples qui se maintiennent. Est-ce que c'est ça la normalité? Disons que, je dirais pas c'est usuel, mais c'est quand même assez fréquent. C'est effectivement les enfants dans une école, mais il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont avoir des parents séparés et d'autres qui ont des parents qui sont ensemble. Et l'enfant dont les parents sont séparés ne sera pas le seul, ne va pas se sentir comme étant le seul à avoir une famille pas normale. C'est vrai que c'est une réalité que tous les enfants vivent. Chacun a des amis qui ont des parents séparés, ou alors des parents séparés, mais des amis qui ont des parents ensemble, et bon, ben, c'est une diversité. Lorsque l'on a deux parents qui ont des volontés opposées et qui n'arrivent vraiment pas à se parler et ne veulent pas se parler, à ce moment-là, moi je dirais, c'est un cas qui demande la représentation par procureur. Les procureurs vont pouvoir se parler au nom de leurs clients. Et c'est là qu'un avocat, le travail de l'avocat, on le voit là. Le travail de l'avocat est de représenter chaque partie. Ils vont essayer d'arriver à une entente et si c'est impossible, à ce moment-là, c'est nécessaire. Une personne tierce doit décider et cette personne-là, c'est le juge. Donc, c'est pas un échec d'aller devant le juge. Certaines situations le demandent. C'est nécessaire dans plusieurs, en fait, situations. Lorsque les deux points de vue sont totalement opposés, il faut que quelqu'un décide. J'ai des clients en médiation, je le vois, là, ils sont devant moi, et je le sais, ils ont besoin que quelqu'un décide pour eux. Moi, je ne décide pas pour les parents. Je suis un guide. Je ne décide pas. Si quelqu'un doit décider, ça va être le juge. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que si, dans mon bureau, des parents arrivent à une entente et que je sens que c'est une entente juste pour arriver à une entente, mais qu'il y a quelque chose qui reste accroché, que un des deux parents, ou même les deux parents, vont regretter, je ne permets pas, c'est pas une entente, selon moi, pas du tout. C'est important que mes clients soient à l'aise avec leur décision. S'il y a un risque de regret, mais je veux qu'ils aillent pousser plus loin. Quand quelqu'un sait et se dit « je sais que j'ai le droit à ça, mais je vais accepter pour y faire plaisir », pour moi, non, c'est un risque. C'est un risque que ça dégénère après. Donc, je préfère que l'examen de tout ça, des droits, de qui a raison ou tort, alors que, dans le fond, c'est rarement quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Hein. C'est deux personnes qui ont raison et tort et il faut trouver un juste milieu. Mais ça, je pense que c'est important que ce soit réglé par la représentation d'avocats devant un tribunal. La médiation, c'est quand vraiment les parties veulent essayer de trouver eux-mêmes une solution au problème et qu'ils ont besoin d'aide pour être guidés à travers ça ou pour aider la communication entre eux. Il y a cette idée de volonté de communiquer, d'essayer de trouver une solution. Et c'est, moi, ce que je considère être la principale différence entre le processus de médiation et le processus en cours.